Bonsoir. Quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue en tant que doyen de la composante. Donc on est ravis d'accueillir, les partenaires de la chaire SVT, dans nos murs, pour une triple conférence ce soir, par monsieur Chevillard, madame Horn, puis monsieur Calafiore, donc je ne vais pas spoiler leur sujet. Donc la chaire SVT qui est coportée entre, Sciences Po et l'UFR3S, avec un quatuor, entre Madame Lévesque, que j'ai perdu 2 secondes de vue, et son homologue à l'UFR3S Karine Faure, qui sont tous les 2 responsables de la recherche, et puis Charles-Antoine Wageneck et Sébastien Hulot pour, compléter le quatuor, et bien sûr avec, l'intervention que je change les yeux, Madame Farcy, voilà, qui a mis en place, cette logistique chère qui avait été impulsée par Thomas Morgenroth qui nous a rejoints et que je salue également. Et donc, on excuse, je crois, l'arrivée, tardive, mais je ne sais pas s'il va pouvoir venir d'Étienne Perra, mais il m'a dit qu'en tout cas, il ne pouvait pas être à l'heure. S'il venait, ce serait avec retard, mais il va essayer de venir, m'a-t-il dit. Je ne sais pas si tu as des toi aussi, voilà, voilà. Et puis Marc Cazan qui dirige le département de médecine qui rentre de congé et qui a, comme nous tous quand on rentre de vacances, 400 mails de retard. Voilà. Vous voyez de quoi je parle. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à notre premier orateur. Merci pour cette invitation. Donc moi, je suis Guillaume Chevillard, je suis géographe de formation et maître de recherche à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, donc l'IRDES. L'IRDES, si vous connaissez ou pas, c'est en fait un groupement d'intérêt public qui est financé par, l'assurance maladie, l'État et d'autres acteurs publics et donc on travaille sur ces questions, notamment d'inégalité territoriale, d'offre de soins, d'accessibilité et cetera. Je travaille à Paris, mais j'habite, ici, à Lille, enfin à Mons-en-Barœul. Donc voilà, c'est juste à côté. C'est l'occasion aussi de vous rencontrer, en vrai. Donc on m'a demandé de venir parler des déserts médicaux. J'ai 30 minutes à peu près, donc je vais essayer de vous résumer, ce qu'on sait du sujet, de ce qui explique les déserts, de ce qui a été, déployé pour y remédier et puis ce qu'on peut faire de plus, à partir des travaux qu'on a fait avec des collègues. Mais juste avant, un petit, préambule, puisque je suis géographe, pourquoi on s'intéresse aux inégalités territoriales? Tout simplement parce que la répartition territoriale de l'offre de soins, ça joue sur le recours des patients, sur l'accessibilité, en termes de disponibilité de l'offre, mais aussi en termes de distance à l'offre de soins. Et ces inégalités territoriales, on va parler surtout des médecins généralistes, médecins traitants aujourd'hui, mais ça concerne tous les professionnels de santé en France. Et une partie des politiques, on va dire, vise à améliorer la répartition géographique des soignants, mais peut-être, d'emblée vous dire que l'égalité territoriale, c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que vous avez une répartition uniforme de l'offre de soins que vous aurez, un recours, un accès équivalent ou uniforme. L'organisation de l'offre, je vais vous donner quelques exemples, même si c'est pas le cœur du sujet, peut énormément jouer sur le recours aux soins, l'exercice coordonné et cetera. Voilà, à niveau d'offre, similaire, on peut avoir des niveaux de recours, de production, de productivité des professionnels différents. C'est un petit pas de côté, mais pour vous dire que voilà, en parallèle de cette question des inégalités territoriales, il y a cette question de la disponibilité et de l'organisation des soins. Et donc la question centrale à laquelle, je vais essayer de répondre, enfin je vais répondre, aujourd'hui, c'est comment en France on a cherché à diminuer les inégalités territoriales pour améliorer, l'accès aux médecins généralistes. On regardera aussi ce qui a été fait pour d'autres professionnels de santé. Donc ça, c'est le plan de la présentation. Je vous en ai un petit peu parlé, mais plus dans le détail. Vous présenter un panorama un peu des inégalités territoriales en France, mais assez rapide parce que le constat est plutôt partagé. Revenir sur les raisons qui expliquent les déserts médicaux et en particulier l'inégale répartition des médecins généralistes. Je vous présenterai 3 études, qui nous éclairent bien sur ce sujet. Qu'est-ce qui a été fait en France pour améliorer l'accès aux médecins généralistes? Donc là, je vous présenterai un panorama des réponses à l'étranger et en France et puis un focus sur, 3, solutions qui peuvent exister
pour, attirer des médecins dans les déserts médicaux, donc des travaux qu'on a fait avec des collègues sur les maisons de santé, sur l'impact de l'arrivée de médecins diplômés à l'étranger et aussi sur comment, s'organiser différemment et faire plus de soins avec moins de médecins. Et je vous poserai aussi la question de est-ce qu'il faut réguler l'installation des médecins? Est-ce qu'il faut les obliger, les contraindre à s'installer dans certains territoires? Donc on prendra l'exemple du zonage infirmier, puisqu'on a évalué aussi ce que ça produit en termes d'évolution d'inégalités territoriales. Et puis on prendra un petit temps de discussion pour voir des pistes pour demain, en se demandant si on ne pourrait pas, comme ça existe ailleurs, recruter différemment les étudiants en médecine, et voir, qu'est-ce que ça pourrait produire en termes de répartition future des médecins. Voilà pour la petite intro. Alors rapidement sur les inégalités territoriales, je vais surtout vous parler des médecins généralistes parce que, ce sont, les médecins traitants, des Français, donc ils orientent le patient dans le système de soins, ils ont un rôle, central. On parle beaucoup de déserts médicaux pour qualifier des territoires où les populations ont des difficultés d'accès aux médecins généralistes. Donc, ces inégalités territoriales, elles existent entre régions, vous le voyez sur cette carte, entre départements. Donc, vous avez des départements et régions qui sont mieux dotés. Donc, par exemple, le littoral aquitain, la région Centre-Val de Loire, elle est très sous-dotée en médecins généralistes. Et puis, la région PACA est mieux dotée. Et on retrouve ensuite au sein des régions, des inégalités entre les espaces urbains, ruraux, notamment, les espaces ruraux étant les moins attractifs et les moins dotés, pour les médecins généralistes. Si on prend les données un petit peu officielles, on considère qu'il y a 30 de la population française qui habite dans une zone considérée comme prioritaire par les agences régionales de santé, donc un tiers de la population. Et sachant que ce phénomène de désertification médicale, il touche plus, les territoires ruraux, je vous l'ai dit, qui sont moins attractifs et c'est quelque chose qui va continuer un peu si on en croit les projections de l'adresse. Donc je vous ai mis le graphique, ici et ce qui nous intéresse, c'est la courbe verte. C'est les effectifs de médecins généralistes libéraux. On voit que, les effectifs vont continuer de descendre encore quelques années, puis remonter ensuite à partir de 2030. Ça, c'est pour illustrer mon propos. Il y a un indicateur qui permet de, pour chaque territoire, donner un nombre potentiel de consultations aux médecins généralistes par habitant et par an. C'est ce qu'on appelle l'APL, accessibilité potentielle localisée. Ça sert à définir les zones prioritaires, les déserts médicaux. Et là, c'est juste pour vous illustrer comment évolue cet indicateur selon le type d'espace entre 2016 et 2022. Donc, vous voyez qu'en 2016, les zones urbaines ont la meilleure accessibilité potentielle aux médecins généralistes, avec 4,6 consultations par habitant et par an. Et la plus faible, c'est dans les zones rurales, on est à 3,8. Si on regarde 6 ans plus tard, en 2022, vous voyez deux choses. La première, c'est que l'APL elle diminue partout, dans tous les types de territoires, y compris en ville. Mais en revanche, elle diminue pas partout avec la même intensité, elle est plus forte dans les zones rurales. Donc l'offre de soins de médecine générale diminue partout et plus fortement dans les territoires ruraux. C'est ce qu'illustre cet indicateur ventilé par type de territoire. Donc les inégalités territoriales, dit autrement, elles s'accroissent entre les territoires urbains et les territoires ruraux concernant la médecine générale. Très rapidement, mais c'est pas encore très documenté, mais pour vous dire que les inégalités de répartition de l'offre médicale pour les autres spécialités médicales, elles sont aussi très marquées et plus marquées pour les autres spécialistes. Donc là, je vous ai donné quelques chiffres, mais je vais aller vite, pour garder un peu de temps, mais qui illustrent bien que, là aussi, les spécialités médicales sont beaucoup plus implantées dans les centres-villes que la répartition de la population. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, dans les villes, les grands centres urbains, vous avez 38 de la population, vous avez 42 des médecins généralistes et 57 des ophtalmos, 55 des radiologues et cetera et cetera. Dans le rural, vous avez un tiers de la population, un quart des généralistes et en général 6 à 7 des autres spécialistes que j'ai pris en exemple pour vous illustrer à une autre échelle ces inégalités territoriales pour les spécialistes, qui là aussi sont un peu logiques puisqu'il y a aussi une question de patientèle, de concentration aussi des besoins et donc les spécialistes
sont plutôt implantés dans les grandes villes. Et sachez qu'à l'IRDES, donc il y a un travail en cours avec le Haut Conseil à l'assurance maladie pour définir des zones prioritaires pour 3 spécialités médicales, donc les ophtalmos, les cardio et les dermatos, et là, vous aurez une publication en 2025. On va parler rapidement des autres professionnels de santé. Donc il y a différents types, on va dire, de régulation. Pour les pharmaciens, retenez que l'installation des officines est encadrée par la loi. Donc, c'est une pharmacie pour 2 500 habitants. Et puis ensuite, selon la taille de la ville, par tranche de 2 000 habitants, vous ajoutez des pharmacies. Donc là, c'est encadré, ce qui fait que le maillage officinal est plutôt bon en France, c'est bien réparti avec la population. Pour les infirmières libérales, les kinés, les sages-femmes, maintenant les dentistes, depuis le 1er janvier, vous avez une installation qui est régulée. C'est-à-dire que, l'assurance maladie s'est mis d'accord avec les syndicats de ces professions et vous avez donc une limitation des installations dans les zones considérées comme mieux dotées, c'est-à-dire là où il y a, «trop» entre guillemets, de soignants. Donc là, je vous l'ai illustré avec la cartographie, des infirmières libérales. Donc les zones en bleu sont celles où il y a une limitation de l'installation. Une infirmière ne peut pas s'installer sauf s'il y a un départ, et les zones en rouge, c'est les zones les moins dotées, les plus problématiques. Les infirmières peuvent s'installer avec en plus des aides à l'installation. Et dans tout le reste du territoire, vous n'avez ni aide ni contrainte. Donc ça existe pour les autres professions dont je vous ai parlé. Alors, il ne faut pas que je sois trop long, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais quand on parle des déserts médicaux, je vous ai présenté des approches par profession, les médecins généralistes, là, les autres professionnels de santé. On a fait un travail aussi pour décrire les inégalités, aux soins de premier recours, inégalités d'accessibilité aux soins de premier recours. Tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs approches pour, définir ou on va dire aborder la question des déserts médicaux. Et là, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle donc une approche, synthétique où on va, caractériser les territoires selon leur accessibilité aux médecins généralistes, et à ses partenaires du quotidien, donc que vous trouvez ici, infirmières, kinés, pharmacie, labo et aux urgences. Et donc en fonction de cette accessibilité, on classe les communes, en 7 types. Donc là, je vous passe les détails méthodaux, mais pour vous dire qu'on identifie 7 types de communes avec des profils différents, sans trop m'attarder dessus, les classes 1 et 2 que vous voyez en rouge et rose, donc principalement, dans la région Centre-Val de Loire et puis ensuite sur, certains massifs montagneux. Ce sont des territoires ruraux, avec la plus faible accessibilité aux soins, donc les plus problématiques. Et vous avez à l'opposé de la distribution des territoires où c'est mieux, donc plutôt en bleu foncé, dans lesquels c'est des communes où vous avez un cumul d'accessibilité aux médecins généralistes, aux infirmières, aux kinés, aux labos et cetera, qui est meilleur. Je passe dessus, mais l'idée principale, c'est que vous reteniez qu'il y a plusieurs manières de voir, et là, l'intérêt de cette approche, c'est qu'on ne regarde pas un professionnel, mais plusieurs professionnels de premier recours. Alors maintenant, je reviens aux inégalités territoriales d'offres médicales en France et je vais me concentrer sur les médecins généralistes. Qu'est-ce qui explique ces inégalités? Plusieurs choses. La première, évidemment, c'est la liberté d'installation des médecins libéraux. La seconde, c'est qu'il y a des différences très fortes d'attractivité entre territoires, donc des différences structurelles qui vont être alors plus ou moins attractifs tant pour les médecins que pour les populations. Donc ça s'explique par plein de facteurs, hein, le climat, les aménités naturelles, le dynamisme économique, etc. Et donc cette liberté d'installation et ces inégalités territoriales font que ça va être les facteurs individuels de l'installation des médecins qui vont expliquer la répartition moyenne des médecins. Et c'est ça qui va primer sur cette répartition. Du coup, ce qui se passe, c'est que ce sont les territoires les moins attractifs au regard des standards, des médecins généralistes, qui voient leur situation se dégrader le plus vite en termes d'évolution de l'offre médicale. Quelques études pour vous illustrer ça. Celle-ci de la DRES, donc du ministère de la Santé, qui s'appuie sur un panel de médecins généralistes représentatifs. On pose donc ça date de 2019.
On pose la question aux médecins du panel: «Qu'est-ce qui a motivé votre, choix de lieu d'installation actuel?» Et donc ils avaient 9 modalités et vous retrouvez, les réponses, ventilées, selon l'âge des médecins. Donc en clair, c'est les médecins de moins de 40 ans et en foncé, ceux de 60 ans et plus. Une chose qui doit vous marquer, c'est le trou, c'est ce qui joue le moins. Donc vous avez, qu'est-ce qui joue le moins pour l'installation des médecins qui ont répondu à cette enquête? Et ben, ce sont les aides financières ou les aides logistiques à l'installation. Ça ne veut pas dire que ça joue pas, c'est juste que ça joue moins que d'autres facteurs. Ce qui joue le plus en revanche, c'est la proximité géographique par rapport, aux attaches familiales, donc ça, toute tranche d'âge confondue, et les facilités pour la famille, le conjoint et cetera. Et enfin, un troisième levier qui joue, c'est la possibilité d'intégrer ou un regroupement de professionnels de santé, donc de pas exercer seul, pardon. Je vois que j'ai un pointeur. Voilà, parfait. Voilà pour les déterminants de l'installation dans cette enquête de 2019. Et il y a évidemment plein de choses qui jouent, hein, les stages, voilà. J'insiste sur ces 3 points. Deuxième étude intéressante, Julien Sillol qui a travaillé sur, à partir de données de l'INSEE, sur des médecins généralistes libéraux. Il a regardé les médecins généralistes libéraux qui ont passé leurs ECN entre 2004 et 2007 et puis il les a suivis et 12 ans plus tard, il a regardé où est-ce qu'ils sont installés et donc il a, à partir de là, regardé plusieurs choses. Et il y a 2 résultats que je mets en avant parce qu'il y en a beaucoup. Le premier, c'est que, il y a un lien très fort avec la région où ils ont fait leur internat. Donc les 2 tiers d'entre eux s'installent, dans la zone, dans la subdivision dans laquelle ils ont été formés. Donc un tiers change de subdivision, lorsqu'ils s'installent. Et également, deuxième résultat fort, les médecins, s'installent dans un lieu, qui a un lien, qui est lié à leur lieu de naissance, donc là où ils ont grandi. Donc la moitié d'entre eux à peu près exercent dans la subdivision où ils sont nés, un tiers dans leur département de naissance et la moitié à moins de 85 kilomètres de leur lieu de naissance. Donc là, vous avez 2 déterminants qui ressortent bien, l'internat et puis là où on a grandi. Et enfin, dernière enquête, de Perrine Nedelec et ses collègues, donc une enquête auprès de médecins bretons. Ils ont enquêté 400 médecins, des urbains, des ruraux et ils regardent quels facteurs, en fait, sont associés à l'exercice en zone rurale. Et là, on retrouve tout un tas de choses, qui sont bien documentées dans la littérature internationale, mais en France, on est un peu en retard, hein, j'y reviendrai. Donc qu'est-ce qui joue sur le fait d'exercer en zone rurale? Un peu ce que je vous ai dit précédemment, avoir grandi en milieu rural, avoir fait son stage de premier cycle aussi, avoir été remplaçant en zone rurale, y avoir résidé, avoir son conjoint qui y a grandi ou qui y travaille. Et le seul résultat un peu surprenant, mais c'était pas significatif, c'est que le stage d'internat jouait pas. Voilà, ça c'est pas forcément convergent, avec ce qu'on connaît de la littérature. Je vous ai parlé des inégalités territoriales, je vous ai parlé de ce qui explique que les médecins, s'installent dans des territoires donnés. Maintenant je vais vous parler de ce qui a été fait en France, et à l'étranger pour attirer les médecins dans les zones, qui en manquent, donc dans les déserts médicaux, principalement les zones rurales. Hem, pour résumer la littérature, sur le sujet, alors littérature, hors France, on va dire, qui est vraiment très, très fournie. Alors sans nuance, c'est un peu le résumé de la littérature, mais le premier point, c'est qu'il y a pas de recette miracle pour attirer des soignants dans les zones reculées, rurales. 2 point, c'est qu'il faut jouer sur plusieurs leviers, la formation, le recrutement, l'exercice et cetera et grouper tout ça. Et enfin, mais ça rejoint un peu le premier point, qu'il faut adapter les réponses aux contextes locaux. Voilà, ce qui marche au Danemark, marche pas forcément dans la Creuse, et ainsi de suite. Donc il y a 4 types de mesures qui sont identifiées, dans la littérature, qu'on retrouve en France. Je vous en ai un peu parlé. La formation, qui est le plus structurant, mais c'est un levier de long terme. La régulation, donc là, il y a des résultats très mitigés selon le niveau de régulation. Les incitations financières qui ont été déployées par beaucoup de pays, dont la France, avec, on va dire, des effets très hétérogènes, entre pays, mais au mieux
des effets positifs de court terme, chez les jeunes médecins. Donc ils vont s'installer, mais ils restent pas dans les territoires. Et enfin, tout ce qui a trait au soutien personnel et professionnel, des médecins. J'insiste sur la formation parce que ça fait partie des petits messages, heu, que je voudrais faire passer ensuite. Hem, Ce qui marche très bien à l'étranger, qui est très documenté, en tout cas, c'est les leviers pour lesquels on a le plus d'évidence, c'est la formation. Donc il y a 2 moments dans la formation où on peut appuyer pour maximiser, le nombre d'étudiants qui plus tard s'installeront en zone rurale. Le premier levier, c'est la manière dont on recrute les étudiants. Donc on peut choisir d'avoir un recrutement ciblé, tenant compte de l'origine géographique des étudiants. Donc, si on prend l'exemple caricatural, en Australie, vous avez des facs où vous avez des quotas d'étudiants, qui peuvent s'inscrire, s'ils viennent de zones rurales, voilà, mettons 20. Après ça peut être des facilités pour les étudiants. Et deuxième levier, une fois qu'on a recruté les étudiants, c'est de les exposer aux zones rurales au cours de leur formation, faire des stages et cetera et cetera. Et en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est évidemment 2 leviers, qui s'additionnent et qui vont ensemble. Et c'est vraiment, à l'étranger, dans la littérature, au Japon, en Australie, au Canada, aux États-Unis, on a beaucoup d'études là-dessus qui documentent très bien ce lien entre là où on a grandi, là où on s'installe, là où on a été formé, là où on s'installe et l'efficacité aussi, de recruter et d'exposer les étudiants en zone rurale pour qu'ils s'y installent plus tard. Voilà. Alors en France, pour le dire, poliment, on est plutôt en retard sur le levier de la formation. On a fait d'autres choses, hein, qui fonctionnent aussi. Mais en tout cas, c'est un levier qui est largement sous-exploité, j'y reviendrai, si j'ai le temps. Ouais, il me reste 10 minutes. Donc pour vous parler des réponses en France, après avoir fait ce petit tour à l'étranger, retenez qu'en France, les réponses pour lutter contre les déserts médicaux, ça fait déjà à peu près 20 ans, que les pouvoirs publics s'en préoccupent. 3 types d'acteurs: l'État, l'assurance maladie, les collectivités locales, et 3 types de réponses: augmenter les médecins, les effectifs, attirer et les maintenir dans les déserts médicaux, j'y reviendrai, et augmenter le temps médical. Ça, ce sont les réponses, actuelles, et puis il y a évidemment un débat politique très fort, on y reviendra, sur est-ce qu'il faut réguler l'installation des médecins? Vous avez, une 4e proposition de loi de Guillaume Garot, par exemple, en novembre, qui a été déposée pour, limiter l'installation des médecins. Un rapport du Sénat qui est sorti le même jour, qui allait dans ce sens aussi, de Bruno Rojouan. Voilà. Donc, on cherche toujours les bonnes réponses en France. Je vais faire un focus sur ces réponses, rapidement, sur les médecins étrangers et sur les maisons de santé, très rapidement parce qu'il faut pas que je mange trop le temps. Donc, pour augmenter les effectifs de médecins, on a 2 solutions: en former plus, mais ça prend beaucoup de temps, sinon, en parallèle, en recruter qui sont déjà formés à l'étranger. Donc là, je vous présente un papier qu'on a fait avec mes collègues en collaboration avec l'Ordre des médecins, donc en exploitant leurs données. Je passe le contexte, je suis désolé. On a utilisé les données de l'Ordre sur la période 2007-2017. On a des informations sur les médecins: l'âge, le sexe, le lieu de naissance, le diplôme. Et ce qu'on a regardé, je vous passe les modèles, mais on a regardé grosso modo l'impact de l'arrivée des médecins généralistes diplômés à l'étranger sur l'évolution de l'offre médicale, et surtout si ces comportements d'installation sont similaires ou non aux médecins qui sont formés en France. Donc, je vous détaille pas, la population, si quand même un peu. Pour vous donner une idée, en 2017, hop, je suis revenu. En 2017, tac, y arriver. Vous avez 53 700 médecins généralistes, inscrits à l'Ordre des médecins, 84 qui sont nés diplômés en France, 12 nés à l'étranger formés en France, et 3 nés diplômés à l'étranger. Et quand on regarde les primo-inscrits, donc ceux qui s'installent pour la première fois en France, vous voyez que sur la période, les nés diplômés à l'étranger sont en augmentation. Je ne vais pas détailler, juste ce résultat pour vous montrer une chose intéressante pour les primo-inscrits.
Quand on compare les primo-inscrits diplômés en France, à ceux, diplômés à l'étranger, donc ici, vous voyez que vous avez à peu près 12 des médecins nés diplômés en France qui s'installent dans les marges rurales, donc peu attractives, peu dotées en soignants, et c'est 42 des médecins nés diplômés à l'étranger. Donc en proportion 4 fois plus, avec des logiques d'installation, très différentes. Je vais vite là-dessus, je suis désolé, ça c'est la répartition de ces médecins. Deuxième type de réponse pour attirer les médecins dans les zones sous-dotées, vous avez une batterie d'incitations financières, j'y reviens pas. Vous avez tout ce qui a visé à améliorer les conditions d'exercice sur lequel on a travaillé. Donc là, ce sont les maisons de santé notamment. Rapidement, un autre exemple. Donc les maisons de santé, ça a connu une très forte croissance depuis, la fin des années 2000. Ça regroupe des médecins et des paramédicaux qui ont un projet de santé en commun. Le graphe en bas, il vous illustre le nombre de maisons de santé, en France. Donc vous voyez que vous en avez une vingtaine à peu près en 2008 et désormais vous en avez, plus de 2000 en 2022. Donc il y a une forte diffusion de ces maisons de santé, sur le territoire, et on voit sur cette carte que je commente très rapidement qu'elles sont surtout implantées dans les marges rurales peu dotées en médecins ou les espaces périurbains. Et on s'est posé la question: quel est l'impact de ces structures sur l'évolution de l'offre médicale? Donc là, on a fait une analyse en différence de différence. On a comparé en fait l'évolution de l'offre médicale dans les territoires avec maison de santé, comparé à des territoires similaires, mais qui n'ont pas de maison de santé. Et on a cherché du coup à voir un petit peu l'impact de l'arrivée de ces structures sur, l'offre médicale. Je vous présente juste ces résultats graphiquement, que vous voyez un peu les effets. Dans les espaces périurbains, quand vous comparez les territoires en rouge, donc périurbains avec maison de santé, et ce orange périurbain sans maison de santé, vous voyez qu'avant le déploiement du dispositif, avant 2010, ces territoires connaissent une évolution de l'offre similaire qui augmente puis diminue. Ensuite, elle diminue dans les témoins et elle s'améliore et diminue à nouveau un peu dans les espaces avec maison de santé. Au final, l'impact, il est positif et significatif de l'ordre de 3 médecins et demi, sur la période, sur 10 ans, en faveur des territoires avec maison de santé. Le graphe de droite, c'est la même chose, mais pour les jeunes médecins, ça illustre juste le fait que les maisons de santé sont surtout attractives auprès des jeunes généralistes. Donc c'est surtout ça qui explique l'effet. On a fait la même chose dans les zones, rurales. Vous voyez que c'est pas le même effet. On a des tendances similaires entre nos territoires cas et témoins, et on voit que ça se détériore au moins fort dans les marges rurales avec maisons de santé. Là aussi, on a un effet positif et significatif, mais on voit que ça ne suffit pas à amortir la raréfaction de l'offre de soins. Mais la chose encourageante, c'est quand on regarde sur les installations des jeunes médecins, là, on voit qu'il y a un effet très fort, des maisons de santé dans ces territoires sur les installations, des jeunes généralistes, et ça, c'est très encourageant puisque même dans ces territoires peu attractifs, eh bah, il y a plus d'installations que dans les territoires similaires sans maison de santé. Je passe sur réorganiser les soins, je passe sur les réponses locales. Hop, il me reste juste, 4 minutes. Vous parlez, de la régulation de l'installation, des infirmières. Qu'est-ce que ça a produit? Et après, je voudrais vous parler d'une enquête auprès des étudiants en médecine qui est intéressante. Je vous ai parlé du zonage en tout début, le principe de limiter les installations pour les infirmières libérales. Dans les zones bleues, les infirmières libérales ne peuvent pas s'installer, sauf s'il y a un départ en retraite. Dans les zones rouges, elles ont des aides à l'installation. Le zonage a été mis en place en 2012, et là, on a fait un peu comme avant dans le design de l'étude. On a comparé comment évolue l'offre d'infirmières libérales dans ces territoires comparés à des territoires jumeaux. Hop, et je vous montre juste les graphes pour vous montrer que, dans les territoires dans lesquels il y a une régulation de l'installation, donc en rouge, vous voyez qu'il y a une hausse de la densité, puis à partir de 2012, ça stagne, puis diminue. Et dans les autres territoires où il y a des aides, vous voyez que ça progresse, doucement mais sûrement. Donc il y a une réduction des inégalités territoriales. Mais la chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on voit que l'évolution, elle est pas plus forte, beaucoup plus forte, dans les territoires où il y a des aides à l'installation pour les infirmières que dans les territoires où il y a pas d'aide, donc les territoires intermédiaires.
Donc dit autrement, ça résout qu'une partie du problème, le zonage. Et le deuxième graphique, c'est chez les jeunes infirmières libérales. On voit que là, il y a un effet très fort du zonage et que ça permet bien de réduire les inégalités territoriales. Et là, il me reste 1 minute pour vous parler d'une petite enquête, mais qui a des résultats très intéressants. Donc dans le cadre d'un projet ANR qui est piloté par Magali Dumonté, on a fait une enquête auprès des étudiants en 6e année de médecine, juste avant qu'ils passent les ECN. Donc c'est une enquête qui est, répétée, tous les ans. On a posé, plein de questions et notamment, qu'est-ce qu'ils ont fait avant leurs études médicales et à la fin, où est-ce qu'ils souhaitent, s'installer? Et l'hypothèse qu'on veut tester, c'est ce qui est montré dans la littérature, mais qui est pas montré en France, en tout cas à une échelle, importante, c'est qu'il y a un lien fort entre là où on grandit et là où on souhaite exercer plus tard. Donc cette enquête quand même, cocorico, on avait, 83 des internes qui ont été, contactés, enfin pas internes, en 6e année, un taux de réponse de 43, donc ce qui est quand même, très bien. Donc 3 525 répondants, un questionnaire qui prenait à peu près, 30 minutes. On a construit On a posé plein de questions, je vous l'ai dit. On a construit notre variable d'intérêt qui est l'origine géographique. Donc on considère les étudiants comme ayant un passif rural, ceux qui sont soit nés, soit ont fait leur lycée dans une zone rurale. Les urbains, c'est ceux qui ont toujours été dans une grande ville et ensuite on a une troisième catégorie qu'on appelle les autres, heu, qui sont, ceux qui correspondent pas à ces critères. On leur a posé cette question qui est notre question d'intérêt. À la fin de vos études, enfin parmi plein de questions évidemment, là c'est juste pour ce papier. À la fin de vos études, dans quel type de commune préfériez-vous plutôt exercer? Donc commune urbaine, rurale, périurbaine, je ne sais pas. Et si urbaine, on leur, proposait une nouvelle stratification. Ça c'est la description de l'échantillon selon que les étudiants sont, en spécialité hospitalière, spécialité de ville et médecine générale et on voit que par rapport à notre variable d'intérêt, l'origine géographique, on a déjà des différences assez intéressantes. 27 des étudiants en médecine générale, ont un passif rural contre 21 et 23 pour les autres spécialistes. On a d'autres différences aussi, voilà, c'est des étudiants, il y a plus de femmes notamment et ils sont plus en couple, les médecins généralistes. Je vous présente juste, pas tous les modèles, mais un qui est: quelle est la probabilité de souhaiter exercer dans un type de territoire donné? Donc là, on cherche à voir c'est quoi la probabilité qu'un étudiant, souhaite exercer dans une zone rurale et on raisonne, toutes choses égales par ailleurs. Donc on s'intéresse aux médecins généralistes, je ne vous présente pas les autres, spécialités. 2 résultats intéressants. Quand on compare les étudiants, alors l'étudiant à la référence, c'est celui qui est originaire de grandes villes. On regarde le poids de l'origine rurale et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, sur le fait de souhaiter exercer en zone rurale, en fait, toutes choses égales par ailleurs, donc âge, sexe, profession des parents, état de en couple ou non, et ben, en neutralisant tous ces effets, ça augmente la probabilité, de 26 de souhaiter exercer en zone rurale. On a un autre effet qu'on n'explique pas, c'est le fait, comparé aux étudiants qui sont célibataires, le fait d'être en couple, ça augmente, de 10 le fait de souhaiter exercer en zone rurale. Toujours pareil, en contrôlant du reste, ça par contre, on l'explique pas pour le moment. Et pour finir, et j'arrête après promis, on s'est amusé à faire une simulation. Qu'est-ce qui se passerait si on changeait un paramètre, dans le recrutement des étudiants en médecine? Et ce paramètre, c'est le nombre d'étudiants inscrits en deuxième année. Et donc on a, décidé d'augmenter le nombre d'étudiants originaires de zones rurales de 5. Donc on enlève 5 d'étudiants qui ne sont pas ruraux et on les remplace par 5 de ruraux et on regarde comment ça se répercute sur les choix de spécialité et ensuite sur les souhaits de lieu d'exercice. Et donc pour faire simple, comme les étudiants ruraux choisissent davantage la médecine générale et souhaitent davantage exercer en zone rurale ensuite, une hausse de 5 des étudiants issus de zones rurales se répercute par, chez les médecins généralistes, une hausse de 13 des souhaits d'installation
dans les zones rurales. Voilà, bah, je conclus pas parce que j'ai pris trop de temps, et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais, enchaîner avec une présentation qui viendra peut-être, en partie illustrer ce qui vient d'être dit, qui est une expérience personnelle d'un projet qui a été mené dans la région, qui est le projet Pluton, qui est un projet qui a été mis en place, pour, tenter d'apporter une réponse à un problème de désert médical justement, en ce qui concerne la psychiatrie. Donc je suis psychiatre et je travaille, ici à l'université de Lille et au CHU de Lille et depuis, ce projet Pluton, également sur les sites d'Armentières et de Bailleul. Donc c'est un projet qui a vu le jour, il y a 2 ans, en 2 ans, dans un contexte particulier qui était celui d'une baisse, extrêmement rapide du nombre de psychiatres sur, la région de Bailleul principalement, Bailleul et Hazebrouck. Vous ne savez peut-être pas qu'en psychiatrie, on parle de secteur géographique et donc les patients, sont hospitalisés en fonction de leur lieu d'habitation. Les patients n'ont pas le choix de l'hôpital dans lequel ils sont pris en charge, ni des consultations de psychiatres, pour tout ce qui concerne le secteur public. Il y a un découpage de l'ensemble du territoire et chaque, adresse correspond à un secteur de psychiatrie et donc chaque secteur de psychiatrie a à sa charge une certaine population. Et donc quand vous avez sur des secteurs des nombres de psychiatres qui diminuent, la sectorisation ne permet pas théoriquement de faire basculer cette population ailleurs et donc rapidement se pose la question de comment prendre en charge ces patients. Donc sur un site qui se trouve à Bailleul, je vous présenterai une petite carte après, il n'y avait plus assez de médecins pour assurer la permanence des soins, c'est-à-dire pour, permettre qu'il y ait une présence continue médicale sur le site. Et donc a été pris la décision de déménager ces services d'hospitalisation sur le plus gros hôpital psychiatrique, le plus proche, qui était celui d'Armentières. Et c'est dans ce contexte de déménagement que s'est engagée une réflexion de: faut-il pas profiter et que doit-on tirer comme conclusion de cette baisse brutale d'effectifs? Comment réfléchir et réorganiser les choses pour éviter, que cette situation perdure et contamine aussi les secteurs, approximatifs? Donc s'est engagé un dialogue qui a duré, plusieurs réunions et plusieurs mois entre différents partenaires. Alors bien sûr entre le PSM des Flandres qui était l'établissement touché par, cette crise, le PSM Lille Métropole qui se trouve à Armentières qui a accueilli ces secteurs qui donc ont déménagé et puis rapidement, étant en difficulté, ils se sont tournés vers le CHU et le service de psychiatrie, universitaire en demandant peut-être de l'aide pour pouvoir, aider les psychiatres qui restaient sur ces services et qui étaient, plus nombreux. Et alors, ce qui se fait très souvent en psychiatrie, c'est que quand il n'y a plus assez de psychiatres, on demande au psychiatre d'à côté d'aller passer une demi-journée, 2 demi-journées, 3 demi-journées pour aider les collègues et donc vous déshabillez un service, pour pouvoir aider le suivant. Donc les psychiatres eux-mêmes se sentent, plus assez nombreux et donc on a un phénomène en cascade qui résout pas grand-chose, qui fait que tout le monde est un peu dispersé et la réponse du CHU a été de dire: «On ne proposera pas aux psychiatres du CHU d'aller, combler, le vide pour éviter justement ce phénomène. Par contre, on est volontaire pour réfléchir à un projet, à quelque chose de nouveau qui pourrait, relancer l'attractivité médicale» et donc assez vite, on a parlé d'un projet universitaire et donc l'UFR3S a été associé et puis, un laboratoire de recherche parce qu'il fallait aussi, donner une dimension de recherche à ce projet universitaire et l'ARS pour réguler tout ça. Ce qui a été proposé, c'était de réfléchir à un projet qui soit innovant sur ce territoire et attractif pour, envisager de relancer, l'attractivité médicale. Donc, la première étape, c'est en 2022. Vous avez le déménagement donc de 30 lits. Il faut savoir qu'il y avait 60 lits concernés d'hospitalisation, 30 qui ont fermé. Donc les soignants qui s'occupaient de ces lits ont été redéployés sur de l'activité non hospitalière et 30 lits qui ont déménagé sur le site d'Armentières. Le secteur, géographique, c'est celui-ci. Donc vous avez en orange les secteurs qui ont été, concernés par la baisse, brutale de psychiatres,
qui sont des zones qu'on peut dire, des secteurs qui incluent des zones qu'on dirait rurales ou peut-être semi-rurales. Vous avez ensuite le secteur d'Armentières qui était, lui aussi en difficulté, qui a accueilli, ces lits et puis le secteur 8 puisque on parle de les secteurs sont numérotés. Le secteur 8 qui est un secteur qui fonctionnait, plutôt correctement, mais qui a été associé au projet puisque c'est le secteur qui est, assuré par le CHU de Lille et étant un projet, qu'on voulait universitaire, il était cohérent d'associer le secteur dépendant du CHU à l'ensemble du territoire et vous avez la carte là du territoire qui était donc, concernée par la mise en place de ce projet Pluton. Donc une fois que ce territoire a été, défini, une enquête a été réalisée auprès des internes de psychiatrie pour savoir quelles seraient selon eux des conditions attractives et qu'est-ce qui pouvait être déterminant dans le lieu où ils allaient, s'installer immédiatement après, l'internat. Et les 3 éléments qui sont, ressortis de manière, les plus régulières, c'était d'abord le fait de ne pas être isolé et on sait qu'à Bailleul, c'est ça qui a, coûté un peu la fin du service, c'est qu'il y a eu des premiers départs dans des contextes de départ en retraite et que rapidement les médecins qui restaient se sentaient isolés et donc ça a fait partir les derniers qui restaient. Le deuxième élément, c'était de se trouver en proximité d'un centre hospitalier général. On était, il y a quelques dizaines d'années dans une dynamique où les psychiatres, voulaient être séparés des médecins et on était quand on était psychiatre surtout, on n'examinait pas un malade et on séparait très fortement les psychiatres et les non psychiatres. La génération qui arrive et avec, l'avancée de la recherche en psychiatrie, heu, tend à donner une autre approche à la psychiatrie et les internes en psychiatrie se sentent aujourd'hui beaucoup plus, heu, des médecins comme les autres, j'ai envie de dire et en tout cas avec beaucoup plus de souhait d'intégrer, les réflexions communes des autres spécialités, de travailler en partenariat avec l'ensemble des spécialités, dans des prises en charge qui soient intégratives et non plus, de manière, détachée du reste et donc il y avait ce souhait de travailler en lien avec les autres spécialités et puis le dernier aspect, c'était la possibilité d'exercer en lien avec des surspécialisations. Les internats se rallongent et l'internat de psychiatrie dure maintenant 5 ans et plus de la moitié des internes ont une autre qualification que la psychiatrie générale. Soit ils ont, une qualification en plus en pédopsychiatrie, mais il faut également d'autres formations diplômantes sur des prises en charge, de thérapie, d'hypnose, ou des prises en charge pour des pathologies particulières, autisme, TDAH et cetera. Mais, la plupart du temps, ils peinent à mettre à profit leurs compétences puisque l'activité fait qu'ils sont dans des besoins de répondre, à l'urgence et à gérer le service et ils n'ont pas le temps de dédier du temps à leur qualification et donc c'était un souhait qui était aussi, exposé. Donc on a, intégré ces réponses des internes pour mettre en place le projet universitaire qui s'est appelé donc projet, Pluton. Pluton pour, projet de liaison. L'activité de liaison en psychiatrie étant celle qui, réalise le suivi psychiatrique des patients à l'hôpital général, et donc du territoire du Nord puisque c'est un projet qui se développe dans le département du Nord. Et on a développé 3 axes dans le cadre de ce projet. Un axe de formation pour les internes et également pour les soignants. Un axe clinique avec une activité clinique, spécifique et puis une activité de recherche, ce qui permettait de faire, correspondre ce projet à ce qu'on attend d'une activité universitaire. Donc concernant l'activité clinique, un axe, une partie importante, c'était de développer l'activité de liaison. Il faut savoir qu'au CHU, elle est assez historique, elle existe depuis, un certain temps et on a une activité, de liaison qui est importante avec, des internes, de psychiatrie qui passent tous les jours dans tous les services, du CHU à la demande des médecins des unités pour prendre en charge les patients qui en ont besoin sur le plan psychiatrique. Sur l'hôpital d'Armentières et d'Hasbrook, cette activité est, beaucoup plus anecdotique et donc la première chose, ça a été de renforcer cette activité de liaison, ce qui permettait, aux internes, de trouver, un intérêt à venir, faire des stages, dans le cadre de ces territoires puisqu'ils pouvaient participer à cette activité de liaison et également pour les médecins,
une médecin, par exemple, a pris un poste là en novembre dernier, avec un temps important de son activité consacré à faire de l'activité liaison. On sait que c'est des choses qui sont, assez attractives et ça renforce les liens avec l'hôpital général puisque quand vous allez de manière régulière à l'hôpital pour évaluer les patients, il est beaucoup plus facile ensuite d'interagir avec les professionnels des autres spécialités si vous en avez le besoin pour, les patients qui sont suivis en psychiatrie. Et puis l'autre, aspect important, ça a été de développer une consultation de recours, qui a été, dont l'organisation s'est faite sur le site de Bailleul et je vous la présenterai après. Les secteurs de psychiatrie ont pour mission d'assurer les soins de proximité, c'est-à-dire qu'un patient qui souffre, de dépression, de troubles bipolaires, de schizophrénie, va être suivi de manière régulière par le CMP, le centre de consultation de son secteur et des infirmiers peuvent venir le voir à domicile s'il y a besoin. C'est de l'activité de psychiatrie générale de proximité. Quand on se trouve dans des situations plus complexes qui demandent, un avis plus expertal sur le sujet, on est dans une situation de résistance ou de pathologie qui est, moins commune. L'habitude jusqu'à maintenant, c'était d'envoyer au CHU de Lille où se trouvent les surspécialités et donc là, on a créé un centre, sur le site de Bailleul qui permettait de proposer ces consultations de surspécialité et les consultations sont assurées par les différents, psychiatres des secteurs qui ont été recrutés. L'idée est de sortir un peu du réflexe secteur, chacun est dans son secteur et gère les patients de son secteur. Cette activité existe toujours, mais pour une partie, pour l'activité de recours, chaque médecin met à profit son expertise pour des patients d'un plus large territoire, ce qui paraît plus cohérent quand vous êtes formé, à l'autisme et que vous exercez sur un secteur. Très certainement que le nombre d'autistes sur le secteur va pas remplir votre agenda et donc il est plus cohérent de mettre à profit pour l'ensemble d'un territoire et finalement, on s'est rendu compte qu'en prenant l'ensemble des professionnels du territoire, on avait des compétences qui étaient assez complémentaires et donc qui étaient, intéressantes pour les patients. Et puis, une dernière étape qui n'est pas encore développée, mais qui va l'être, à la rentrée prochaine, en novembre, avec l'arrivée d'un médecin, qui est de favoriser le lien avec la médecine de ville, avec, tous les médecins libéraux et généralistes du territoire pour, coordonner les parcours de soins. Donc voilà comment on se situe, puisque quand, on a présenté ce projet dans les différents secteurs, une crainte des professionnels, ça a été de dire: «En fait, vous êtes en train de nous dire qu'on va fusionner». Alors la fusion est vraiment un mot, qu'il ne faut pas prononcer puisque ça déclenche des paniques importantes. Ils avaient l'impression qu'on allait leur expliquer que les 4 secteurs allaient en devenir plus qu'un seul. Or, c'est pas ça. Le secteur reste le secteur. Il faut qu'il y ait cette proximité et ce premier lien pour les patients, du territoire. Mais on se positionne comme une activité, de recours par rapport à du soin de secteur, mais qui soit en dessous, du CHU puisque vous aurez toujours des nécessités de plateau technique que nous, on n'aura pas, qui nécessitera d'aller, par exemple, au CHU ou des compétences qu'on n'aura pas sur le territoire avec les médecins du territoire. L'idée était de faire une couche intermédiaire entre, de la proximité vraiment géographique et du recours, qui est parfois éloigné pour les patients qui sont, un peu excentrés. Donc c'est dans ce cadre-là que qu'on se positionne. On a développé donc une activité de formation, donc les internes. Alors les internes en psychiatrie ont l'obligation de passer la moitié de leur internat sur un stage universitaire. Donc les stages universitaires se faisaient sur le site du CHU. Désormais, ce territoire est considéré comme un territoire universitaire et donc les internes peuvent valider des stages universitaires à Armentières ou à Bailleul. Donc c'est très intéressant parce que les internes, ils n'ont pas forcément envie de faire la moitié de leur internat ici au CHU, donc il y en a beaucoup qui sont intéressés pour aller valider de stages universitaires sur Armentières et Bailleul et donc ils ont une formation, qui est faite par les chefs de clinique et l'équipe médicale, en théorique, et puis ils peuvent participer aux consultations, de surspécialité qui sont, proposées. On a une interne, par exemple, qui a suivi le médecin, responsable de la filière TDAH et donc, elle a participé pendant 3 mois à ces consultations et là, elle effectue seule des consultations, TDAH, ce qui permet de désengorger la file d'attente qui est vraiment, extrêmement importante.
et on travaille avec, les laboratoires de recherche, et la fédération de recherche pour, former les internes, mais aussi les soignants à la culture de la recherche sur le territoire. Donc voilà le centre qu'on a ouvert pour, ces consultations de surspécialité. Donc là, c'est la photo de l'EPSM des Flandres, là où se trouvaient les services de psychiatrie qui ont maintenant déménagé, et donc vous avez ce grand site qui est aujourd'hui en partie, vide, et on a exploité du coup une partie de ces locaux pour ouvrir ce centre de consultation, et donc les professionnels des 4 secteurs, lorsqu'ils font leurs consultations de surspécialité, viennent, sur ce centre avec, un parcours qui est identifié pour chacune des pathologies, avec une évaluation commune et standardisée pour chaque filière de soins. Donc voilà le parcours, heu, type du patient qui est, adressé sur ce centre. Donc c'est un patient qui bénéficie d'un suivi sur le secteur pour lequel le secteur est en difficulté dans la prise en charge du patient. Ce patient, va être orienté au CRS, il va être, reçu par, la secrétaire, l'infirmier qui font une évaluation, standardisée en fonction de la pathologie, et puis, ensuite, vous avez, ou un soignant ou l'interne maintenant qui peut faire des évaluations complémentaires, et à l'issue de cette évaluation, on propose une prise en charge. Soit elle est réalisée sur le centre parce qu'elle nécessite de l'expérience, des compétences spécifiques des professionnels, et donc ils font ces prises en charge sur le centre. Soit c'est un conseil de prise en charge qui peut être réalisé ensuite sur le secteur, et le patient est réorienté sur son secteur. L'intérêt aussi de ce centre, c'est que quand vous envoyez des patients au CHU, le CHU reçoit des patients de toute la région, et vous ne pouvez pas forcément intégrer les spécificités locales dans la prise en charge que vous proposez. Vous dites en général: «Voilà ce qu'il faudra faire comme soin», mais vous n'avez pas forcément de bonne visibilité de ce qui existe comme soignants, comme centre de proximité, et cetera. Là, étant sur un plus petit territoire, et les soignants qui interviennent étant des soignants du secteur, on est en mesure de savoir parfaitement si on pourra proposer une visite d'intervention à domicile, des infirmiers qui passent, et cetera, puisque tout est connu et répertorié, toutes les structures de soins. Et puis on greffe à cette, activité, une activité de recherche. L'activité de recherche, c'est celle qu'on réalise avec le laboratoire de neurosciences à laquelle une partie des psychiatres, est affiliée ici au CHU. Hem, Comme on a des filières de patients qui sont là par demi-journée, il est très facile de proposer des protocoles de recherche. Si vous êtes en train de réaliser une recherche sur le stress post-traumatique, vous venez le lundi parce que vous savez que le lundi, c'est la consultation des patients pour le stress post-traumatique, et vous pouvez proposer aux patients, qui viennent pour cette consultation, d'intégrer ensuite des protocoles de recherche. L'idée aussi est aussi pour ces patients de ne pas devoir se déplacer au CHU pour intégrer ces protocoles, mais pouvoir participer à des projets de recherche en restant, à proximité de leur domicile. On parle de petites distances, mais pour des patients qui sont, dans la banlieue d'Hazebrouck, quand on leur dit venir à Lille, c'est vraiment, compliqué. Il y a un bus qui passe par jour devant chez eux, ils n'ont pas de voiture. Enfin, c'est des proposer ça, à 30 kilomètres de chez eux, ça peut changer vraiment, beaucoup la dynamique, et ça change aussi la représentativité des échantillons qu'on a dans les projets de recherche. Projets de recherche sont faits, dans les CHU, dans les grandes métropoles, donc principalement la population inclue, c'est celle qui se trouve dans les métropoles, et on est assez peu représentatif de la population qui est plus éloignée dans tous les protocoles que l'on fait. En psychiatrie, ça a une valeur importante puisque, le statut, rural ou urbain, est un des facteurs déterminants dans le développement de certains troubles dans leur évolution. Le bilan de ce projet, il est, je dirais plutôt satisfaisant. On a recruté sur, 1 an et demi, 5 praticiens hospitaliers. 2 postes de chef de clinique ont été ouverts spécifiquement pour le projet, ils ont été, pourvus, et tous les postes d'internes sont pris à chaque répartition de stage. L'activité, donc les filières de soins qui partaient vraiment sur la base du volontariat des professionnels de mettre à profit leur, expérience, a permis de créer 7 filières de soins qui tournent, et la formation, est réalisée de manière, bi-hebdomadaire depuis maintenant, 1 an et demi, et tous les internes y participent. L'activité de recherche n'a pas encore débuté, mais c'est normal, c'est ce qui arrivera, ensuite à la fin.
Donc on est satisfait de ce projet qui a bien fonctionné et puis, il y a un rayonnement également, national de ce projet puisque, forcément dans d'autres régions qui sont dans la même situation, on regarde ce qui se passe ici dans l'idée de se dire que si c'est une solution potentielle, pourquoi pas ensuite aller la reproduire sur d'autres régions en France. Donc, c'est un notre projet a été, couronné du prix de l'attractivité médicale, l'année dernière, voilà, qui a permis de valoriser, encore un peu plus ce projet. Voilà ce que j'avais à vous dire et je serai, disponible pour en échanger après, je pense, la dernière présentation. Alors moi, je vais vous parler de la médecine générale, en tant que telle, puisque je représente la médecine générale en tant que directeur du district, de médecine générale ici à l'université de Lille, au sein de l'UFR3S. Donc, l'idée va être de compléter ce qui a été dit par, mes 2 collègues prédécesseurs. On a pas mal d'éléments qui peuvent, sur lesquels on peut jouer, sur lesquels on peut essayer d'influencer le futur de notre offre de soins dans notre belle région, tout en faisant attention parce qu'il y a quand même encore pas mal d'idées reçues qui traînent, qui peuvent fragiliser un petit peu notre, pilier qui est un pilier, essentiel du système de santé, j'y reviendrai. De façon volontairement provocatrice, vous allez voir que, j'aime bien quand je présente la médecine générale et je fais pareil quand je présente le métier de médecin en première année de médecine ici, je parle de ce que, sont les représentations de la médecine générale. Ce que nos amis pensent qu'on fait dans nos journées, c'est qu'on sauve des vies à chaque consultation, c'est qu'on est une espèce de super-héros comme dans les séries, télévisées, qu'on est, un peu à la Doctor House, qu'on va aller chez les patients pour ouvrir les armoires, regarder un petit peu ce qu'ils mangent exactement, savoir exactement comment ça se passe pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Je pense aussi qu'on est disponible tout le temps, on peut intervenir jour et nuit, n'importe quand, tous les week-ends. D'ailleurs, quand leur médecin généraliste ne répond pas, ils nous appellent nous pour savoir un petit peu ce qu'on en pense. Et puis, ils pensent aussi qu'on a une vie un peu trépidante à la Grey's Anatomy avec des drames passionnels, des relations tumultueuses et que notre cabinet médical serait un peu le théâtre de tout ça. Bon, bien entendu, vous vous doutez bien que la réalité est tout autre parce que, quand on regarde d'un autre point de vue ce que les pouvoirs publics pensent parfois de nous, c'est qu'on est expert en bobologie et que donc on soigne des rhumes et des gastro. C'est d'ailleurs pour ça que, certains ont du mal à appréhender le fait que, pour donner un exemple, 90 des patients qui souffrent de diabète sont soignés exclusivement par le médecin généraliste, sans jamais voir de leur vie un endocrinologue. Et nous, en tant que médecins généralistes, notre boulot, c'est de pas passer à côté de ces 10 qui, eux, ont besoin d'aller voir le confrère endocrinologue parce que justement, eux, ils ont besoin d'un avis plus spécialisé. Pour les pouvoirs publics, on est ceux qui distribuons le paracétamol à gogo parfois et puis, on peu importe le motif de consultation, puis on distribue les arrêts maladie à volonté, hein. C'est pour ça qu'on a eu des ministres de la santé qui se sont succédés, ils ont été très nombreux ces dernières années, mais à toujours, nous pointer du doigt en disant que, le nombre d'arrêts maladie était trop important et qu'il fallait, diminuer ce nombre d'arrêts maladie, que ça pesait sur les comptes de la santé et cetera et cetera. Donc ça, c'est un autre type de représentation. Puis quand on regarde au niveau de la société parfois et les discussions conventionnelles nous ont amenés à ça aussi, bah, la société pense parfois qu'on est plutôt en train d'amasser des richesses considérables en travaillant seulement quelques heures par semaine et c'est pour ça que bah, quand il y a eu les discussions conventionnelles, c'était: «On va quand même pas augmenter le tarif de consultation sans vous demander une contrepartie de travailler plus». On a eu pareil un ministre de la santé, François Braun qui disait que oui, conditionner l'augmentation de la consultation était lié au fait qu'on allait lui demander de travailler au moins 2 heures de plus par jour. On a particulièrement apprécié, parce qu'ils s'imaginent peut-être qu'on est en train d'alterner parties de golf et déjeuner gastronomique alors que les patients attendent sagement dans notre salle d'attente. Encore une fois, c'est pas ce qui arrive. Et puis qu'on aurait des résidences secondaires, des voyages, exotiques payés grassement par, ce que la société nous permet comme rémunération et donc c'est pour ça qu'on devrait à la société, pas mal de choses. Notamment, on entend souvent les internes en médecine générale qui seront les futurs jeunes médecins généralistes devront à la société des choses. En fait, ce qu'on fait vraiment, c'est plutôt ça, c'est les 5 fonctions de la médecine générale. C'est le premier recours, c'est le point d'entrée dans le système de santé. Il est souvent, alors pas exclusivement, mais il est
majoritairement, par la médecine générale. En tout cas, il est quasi exclusivement par les soins premiers. Pourquoi? Parce qu'on a cette, capacité d'approche globale, en soins premiers et donc en médecine générale avec, une prise en compte et une prise en soin des patients selon leur dimension physique, psychologique, mais aussi sociale. On assure la continuité des soins, on a un suivi longitudinal du patient, tout au long de la vie, peu importe les pathologies, qu'elles soient aiguës et chroniques en même temps. On a une coordination des soins avec aussi une efficience. On orchestre, d'une certaine façon, le parcours de soins. On essaye d'optimiser les ressources médicales, et donc on a, le 5e pilier, la 5e fonction de la médecine générale, c'est d'avoir cette action de santé communautaire avec de la prévention, du dépistage et de l'éducation à la santé. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait et c'est ce sur quoi on essaie d'insister et les défis qu'on a relevés, sont liés particulièrement à ça. Si on regarde plutôt vraiment le résumé global, hein, on a vraiment le premier recours, hein, c'est encore une fois le premier maillon de la chaîne de soins, ce sont les soins premiers et notamment la médecine générale, mais encore une fois, c'est vraiment tous les soins premiers qui comptent là-dedans. La prise en charge globale où, on est un peu comme, une certaine chaîne de fast-food. On dit aux patients de venir comme ils sont, hein, donc peu importe leurs problèmes de santé, peu importe, leur milieu social, on accueille tout le monde et on a cette fonction de gatekeeper qui est vraiment, qui se rapproche de ce que les anglo-saxons vivent, eux, hein, et ça a été mis en place il y a peu de temps, je dirais, ça a été mis en place avec la réforme du médecin traitant et le parcours de soins qui fait que pour aller voir un confrère d'une autre spécialité, un patient doit passer d'abord par, un médecin généraliste et c'est comme ça aussi qu'on essaye, dans la mesure du possible, de soulager les confrères à l'hôpital et soulager notamment les services d'urgence. Les défis qui sont liés à ça, ce sont des défis d'abord qui concernent le soin et on en a parlé. Il faut d'abord qu'on continue à développer des synergies en maison de santé pluriprofessionnelle. Comme ça a été dit par, mon collègue qui a pris la parole en 1er, c'est quelque chose qui a le vent en poupe, les maisons de santé pluriprofessionnelles. Et clairement, quand on en parle avec les internes, leur souhait d'installation, c'est contrairement à ce qui pouvait prévaloir il y a 10, 15 ans, ça n'est plus de travailler seul. C'est de travailler en équipe, c'est de travailler en équipe avec, d'autres collègues, médecins généralistes, ce qu'on appelait les maisons de santé ou les cabinets, de groupe. Mais c'est pas seulement ça, vraiment ce qu'ils veulent maintenant, c'est le travail pluriprofessionnel avec d'autres professionnels des soins premiers, avec les infirmiers et les infirmières, avec les pharmaciens, avec les kinés, avec les sages-femmes, avec les orthophonistes, avec les dentistes, vraiment avec tout le monde, tous ceux qui constituent la chaîne de soins des soins premiers. Pour ça, les défis qu'on a relevés en médecine générale et en soins premiers, ben, c'est d'élaborer des protocoles de coopération innovants en incluant ce qui fait parfois bondir certains collègues, de médecins généralistes des coopérations et des délégations de tâches. La délégation de tâches, ça fait peur. Pourquoi? Parce que certains imaginent que, d'un seul coup, les médecins généralistes se retrouveront, au chômage parce que les d'autres professionnels de santé feront ce qu'eux faisaient avant. Le but des protocoles de coopération, ça n'est absolument pas ça, bien entendu. C'est plutôt de réfléchir à comment travailler autrement parce que on ne peut plus travailler et on ne pourra plus travailler comme on travaille actuellement. C'est-à-dire que, vouloir résoudre le problème démographique, de la médecine générale notamment, c'est pas seulement un problème de nombre, ça a été dit par, les 2 intervenants avant moi, c'est pas seulement un problème de nombre, il faut pas plus de médecins uniquement, il faut travailler différemment. C'est quand même pas très logique, quand on regarde le métier de médecin généraliste, alors d'avoir, besoin d'un professionnel qui a fait 9 ans et bientôt 10 ans d'études pour soigner une simple rhinopharyngite. Même si on n'en fait pas beaucoup au final dans notre activité, c'est pas, il n'y a pas besoin de ce niveau d'expertise pour faire ça. Il y a besoin de ce niveau d'expertise pour favoriser les parcours coordonnés. Penser au parcours du patient, fluidifier le parcours du patient, que ce soit en ambulatoire, mais aussi en ville, faire en sorte que le patient qui va à l'hôpital, puisse bénéficier d'un soin, et d'arriver à l'hôpital avec toutes les informations à transmettre à nos collègues hospitaliers et pouvoir assurer après le retour de façon coordonnée avec une meilleure coordination, ville-hôpital. C'est un peu une arlésienne dans le monde de la santé, la coordination ville-hôpital. On a du mal à mettre ça en place et il y a beaucoup de freins, mais il faut qu'on puisse continuer à travailler là-dessus
Pourquoi? Pour que tout le monde puisse avoir un accès équitable aux soins, bien entendu, malgré cette crise démographique, mais en revalorisant notre métier. Comme je vous disais, on ne peut plus travailler de la même manière et surtout, on nous parle depuis des années de choc de simplification. Le choc de simplification administrative, on l'attend. Il faut savoir qu'il n'y a plus besoin de certificat pour rentrer à l'école, en école maternelle, mais il y a besoin d'un certificat pour rentrer à la crèche. Il n'y a plus besoin de certificat pour que l'enfant puisse justifier à l'école de son absence, un mot des parents suffit, mais il faut un certificat pour que les parents puissent être remboursés de la cantine. Le certificat MDPH, il y a quelques années, faisait 4 pages et on s'est plaint de la longueur pour remplir ce certificat MDPH. On nous a promis une simplification, il fait maintenant 8 pages. On a des outils numériques qui sont censés nous rendre service et nous améliorer la façon de travailler. Vous donner un exemple tout bête, une nouvelle disposition qui rentrait, en application pour l'assurance maladie. Tout patient qui est sous, Ozempic, un traitement injectable contre le diabète. Maintenant, on doit aller sur le site de l'assurance maladie, identifier le patient, justifier la prescription. Si, la prescription est justifiée, imprimer un papier qu'on doit signer pour le scanner, pour le mettre dans le dossier médical partagé du patient et donner ce double du papier au patient qui doit le donner au pharmacien qui lui-même doit le scanner et le mettre dans le dossier. Si on veut gagner du temps médical, c'est un peu là-dessus qu'il faut jouer justement pour pouvoir recentrer le médecin sur son cœur de métier. Heu, il y a des calculs qui ont été faits par d'autres collègues, hein, les certificats ou les choses comme ça, on pourrait gagner l'équivalent de temps médecin de 2 000 médecins sur l'ensemble de la France, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut représenter. Donc ces défis du soin, on peut les relever, mais on peut les relever. Pour ça, on a besoin d'aide supplémentaire. On a besoin d'aide de qui? De la part des chercheurs en médecine générale et des chercheurs en soins premiers, parce que ces défis de la recherche vont nous permettre de repenser comment on va travailler. Et les défis de la recherche, bah, là aussi, il va y avoir des petits soucis. Il va y avoir des petits soucis, des soucis de financement, parce que les financements de la recherche, hein, c'est comme partout, dans n'importe quelle spécialité, il faut financer la recherche. Les appels à projets sont rarement adaptés aux spécificités de la médecine générale. Heu, pour vous donner un ordre d'idée, on a, concouru il y a peu de temps, avec l'équipe, un projet, de recherche, un financement de projet de recherche. On a déposé une candidature à un appel à projet pour repenser la façon d'améliorer le parcours de soins des patients qui souffrent de démence, pour essayer de repérer pour repérer plutôt les patients qui doivent, bénéficier d'une consultation neurologique rapide, repérer ceux qui ne doivent pas embouteiller les consultations neurologiques rapides. Voilà, et comment essayer de faire en sorte d'améliorer tous ces parcours de soins. On nous a répondu que c'était pas un travail de recherche, que c'était un travail social et politique. On a particulièrement apprécié, vous imaginez bien. Heu, donc on combat pas à armes égales là-dedans. Quand on regarde la formation des chercheurs en soins premiers, ben, il faut vraiment qu'ils soient formés en soins premiers et parfois les parcours de recherche, qui sont les parcours indispensables, les parcours de master, les parcours ensuite pouvoir faire une thèse d'université. C'est des parcours qui passent beaucoup, souvent, majoritairement, par une grosse partie de recherche fondamentale. Aller dire à un médecin généraliste en formation qui veut se former à la recherche: «Ben, tu vas devoir aller travailler sur des tubes à essai et sur, du tripotage, d'axones», c'est ce que des collègues d'autres spécialités disent, donc j'utilise volontairement l'expression. Bah, ça va pas leur donner forcément envie et donc on peut perdre une partie des potentiels chercheurs parce qu'ils se découragent d'un cursus en tout cas d'un parcours qui est pas forcément adapté à eux. On a aussi après dans, les défis de la recherche, de participer justement aux instances décisionnelles. Pourquoi? Parce que plus on sera présent dans les évaluations, dans les comités d'évaluation, plus on pourra apporter notre regard de médecine générale. Si je vous reprends l'exemple de cet appel à projet, auquel on nous a répondu que c'était pas scientifique, mais social et politique, bah, si on avait eu peut-être un membre des soins premiers, alors pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, d'une autre faculté, enfin, vous voyez, quelqu'un d'extérieur, on aurait peut-être eu quelqu'un qui aurait dit: «Mais non, ça, c'est de la recherche en médecine générale, c'est de la vraie recherche, c'est OK, c'est pas de la recherche biomédicale pure, c'est pas du fondamental, mais c'est de la recherche». Parce qu'après, au final, qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit publier comme tout le monde et nous, on a notre stéthoscope autour du cou et puis nos recherches et puis les autres ont des trucs super géniaux qui passent tout le temps à la télé, dans les médias avec des recherches hyper pointues, avec des trucs sur,
des innovations qui font parler d'elles parce qu'il y a de l'intelligence artificielle partout. Alors moi, j'en ai mis plein dans mon diaporama justement pour compenser, pour essayer de faire en sorte que mes collègues soient pas les seuls à utiliser l'intelligence artificielle. Mais vous voyez, nous, on a ce défi aussi de devoir publier, de devoir prouver comme n'importe quelle autre spécialité parce qu'on s'est battu pour être une spécialité comme les autres. On l'est, sauf que, une fois qu'on est une spécialité comme les autres, bah, on n'a pas les mêmes armes que les autres. Donc on est comme les autres, mais pas comme les autres au final. Donc le défi du soin est forcément lié au défi de la recherche et le défi du soin et de la recherche, bah, il est forcément lié à tous les défis de l'enseignement. Il faut qu'on puisse inspirer, motiver, l'exercice et l'installation en médecine générale clairement. Heu, on se bat en tout cas à Lille et on est très aidé par l'UFR3S pour ça. On se bat pour montrer qu'il y a pas de fatalité, que oui, la situation est difficile, mais dans toutes les spécialités, la situation est difficile de toute manière, donc mais que, on peut être médecin généraliste et on peut être médecin généraliste en zone rurale et heureux, c'est possible. On montre ça en faisant quoi? Ben, en allant former les étudiants, en ambulatoire, dans des terrains de stage qu'on essaye de répartir sur tout le territoire et ça, il y a un gros travail qui est fait et notamment en collaboration aussi avec, l'ARS pour essayer de faire en sorte que toutes les zones du territoire possibles, puissent contenir des maîtres de stage et on fait ça avec des ressources qui sont limitées. Ça c'est mon petit côté, directeur du district de département. On a un ratio équivalent temps plein, donc le nombre d'enseignants, temps plein par rapport au nombre d'étudiants qui est à 1/68 à l'heure actuelle. C'est un des plus faibles de France, et pour l'instant, on a une quatrième année qui est en route. On attend toujours des décrets d'application des textes qui devraient, préciser vraiment les contours, en tout cas les modalités d'application de cette quatrième année. Mais il faut savoir que à la rentrée 2026, donc en septembre 2026, on va avoir, cette mise en application concrète de la quatrième année et donc d'un seul coup, on aura à encadrer 200 étudiants de plus et pour le moment, je sais que notre vice-doyen travaille beaucoup là-dessus, mais ils ne sont pas forcément beaucoup écoutés par, nos pouvoirs publics. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'enseignants recrutables en plus et recrutés en plus. On n'aura pas d'ouverture de poste. Ça a été promis par, pareil, avant dissolution par la ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, mais on ne sait toujours pas si ces postes-là vont vraiment être ouverts ou pas et donc on se retrouvera à un ratio de 1 pour 90 au lieu de 1 pour 68. Ben, on gardera le sourire, on essaiera de favoriser l'installation, mais ça va être difficile aussi de continuer à faire ça parce que nous, ce qu'on a comme objectif, c'est de montrer que le libéral, c'est pas une catastrophe, que c'est pas difficile, que, ça s'apprend, qu'on peut exercer en libéral et encore une fois être heureux. On peut exercer dans des territoires qui sont des territoires ruraux et être heureux. On peut, avoir des maisons de santé pluriprofessionnelles justement qui sont des liens, des lieux d'attraction des professionnels de santé et donc on peut, aussi, même et surtout en territoires ruraux, utiliser les technologies numériques, hein. On a des choses qui se mettent en place en ambulatoire avec, notamment des avis, qu'on peut demander, en téléexpertise à nos collègues. On prend des photos, on prend des enregistrements vidéo avec l'accord des patients, bien sûr, puis on envoie aux collègues qui nous répondent en général dans les 3 4 jours. On fluidifie énormément le parcours de soins et puis on monopolise de façon appropriée des ressources médicales. Donc oui, les 3 types de défis, soit enseignement-recherche, hein, c'est un peu volontairement, décliné sur le triptyque qu'on a ici, nous, à l'université. C'est des choses qui sont surmontables, qui sont faisables. On peut devenir aussi territoire d'innovation. On a des idées, on a des éléments à proposer. On va aller, l'université de Lille et l'UFR3S notamment, est une des seules en France, pour pas dire la seule, Mélanie, tu me diras si je me trompe, mais à avoir justement une coordinatrice recherche en soins premiers qui nous aide pour les appels à projets et puis, ben, même si on n'a pas eu celui-là, on essaiera d'aller en décrocher d'autres et on y arrivera à un moment ou à un autre et donc l'idée, ça va être de, soigner mieux, de soigner autrement et de montrer que c'est faisable, de former à cette façon de soigner, à cette façon de soigner avec toujours la même passion et les mêmes compétences pour les générations à venir et puis aussi promouvoir, la recherche et encore une fois, là, ça fait un peu chauvin, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi, l'UFR3S parmi, tous ces axes de recherche a un axe, soins premiers
Et donc ça, c'est, pareil, c'est pas valable dans toutes les facultés de France. On a un peu cette chance-là. Voilà, on va essayer de montrer et d'être peut-être, pourquoi pas, leader de proposition au niveau du territoire avec, tout ce qu'on pourra, mettre en place pour changer un petit peu la médecine générale de demain et améliorer le soin apporté à la population. Est-ce qu'il y a des questions de la salle pour, lancer la discussion? On a environ 25 minutes pour discuter. Bonjour à tous, Fabien Froment, groupe de santé Filiéris. Donc, historiquement, on est ce qu'on appelle l'ancien régime des mineurs, hein, des travailleurs du sous-sol. Est-ce que dans les études, alors c'est plutôt pour, monsieur Chevillard, est-ce que dans vos études, vous avez analysé également le travail sous format salariat dans les centres de santé? Est-ce que ça a été abordé? Oui, merci pour votre question. Alors, personnellement, non. En revanche, 2 choses, qui ressortent des enquêtes dont je vous ai parlé, mais sur lesquelles j'ai pas insisté. Il y a un attrait, très fort pour, l'exercice salarié aussi, chez les jeunes, internes en médecine générale, qui est de plus en plus prisé et vous avez aussi, on parlait de maisons de santé, de tout un tas de politiques qui se développent, de plus en plus de collectivités locales qui proposent des centres de santé où les médecins sont salariés. Donc ça peut être, l'exemple, un peu l'archétype, c'est la Saône-et-Loire, le département salarié des médecins et vous avez, je crois que dans le Nord, il y avait une délégation d'élus qui allait, voyager là-bas pour essayer de déployer ça et après vous avez des intercos qui, à leur échelle aussi, salarient des médecins et pas de, la difficulté, si on se place côté recherche pour, «saisir» entre guillemets les médecins salariés, nous, on travaille beaucoup sur des bases de données de l'assurance maladie. On voit les libéraux, leur activité, ce qu'ils font et cetera. Les médecins salariés, on peut pas le faire. On sait juste qu'ils sont salariés dans une structure. On identifie la structure, on voit le volume d'activité, mais on voit pas, qui fait quoi. Voilà, donc on peut pas travailler dessus. Voilà pour vous répondre en creux, voilà, pour l'explication. Jean-Philippe Plattel, donc je suis le président du conseil de l'ordre, du Nord, conseil départemental. Hem, Sans dénigrer le 1er exposé, moi je voudrais vraiment remercier je vais les appeler les M&M's, Mathieu et Mathilde, pour leurs exposés. Je suis un assidu de ces conférences, j'ai dû en louper une la dernière sur le Covid, parce que le Covid, on a soupé. C'est la première fois que j'entends parler des gens du terrain, qui bossent, qui sont dedans, qui parlent d'attractivité, de revalorisation. Enfin, c'est des mots, ouais, que j'aimerais entendre davantage parce que je crois vraiment que la médecine actuellement, souffre de ça, manque d'attractivité. Mais pas que la médecine, il y a plein de métiers qui sont en difficulté parce que partout, l'attractivité n'existe plus. Et je suis aussi, alors moi je suis ravi d'avoir entendu, tous ces lieux communs, qu'on avait entendus lors de la première conférence et ça m'avait beaucoup fâché, la conférence inaugurale. Là je suis content que tu aies remis un peu les pendules à l'heure dans cette affaire. Voilà, donc merci beaucoup pour ces interventions, passionnantes, y compris celle du géographe. Merci Charles-Antoine. Merci pour vos 3 exposés. J'avais une question pour Guillaume Chevillard. Nous, on a mis en place des cordées de la réussite. On va chercher les étudiants dans les lycées, dans des bassins en difficulté. Bon, pour l'instant, on débute. Est-ce que vous avez, un retour national sur, d'éventuels, j'imagine je sais qu'il y en a en Picardie, enfin l'ex-Picardie. Est-ce que vous avez une vision nationale sur les cordées de la réussite pour les accès aux études de santé, médecine en particulier? Est-ce que vous avez, des stats, qui vous viennent à l'esprit? Beh, merci pour la question, ça fait partie des dispositifs qu'on a, enfin, identifiés dans ce qui peut être, transposé, on va dire, pour la médecine. Alors, pour vous répondre clairement, non pour les cordées de la réussite. En revanche, pour Sciences Po, ils ont un dispositif, mais qui est pas tout à fait, similaire. Parce que les cordées de la réussite, vous suivez vraiment, je crois, assez tôt les collégiens pour les amener à l'enseignement sup. Pour Sciences Po, ce qu'ils ont fait, ce sont des lycées avec des classes pour préparer au concours dans les zones RED+. Ils ont, recalibré un peu le dispositif parce qu'il y avait des effets de contournement, de parents qui inscrivaient aussi leurs enfants dans ces lycées pour, faciliter leur réussite à Sciences Po. Mais justement, c'est ce genre de dispositif qui en France, ça m'intéresserait aussi d'avoir votre retour justement. Est-ce que ça marche ou pas? Pour favoriser, diversifier les profils sociaux et géographiques des étudiants
puisque en France, on peut pas mettre de quota puisque, voilà, on est égaux. Donc si on met un quota et ben, on casse, l'égalité. Donc c'est effectivement ce genre de dispositif qui doit être, amené à marcher et il y a des alors dans le Nord, il me semble, je sais plus, mais vous devez connaître, il me semble qu'il y avait un lycée qui faisait une classe prépa, pour préparer, les étudiants à médecine et je sais qu'ils font ça dans le Lot aussi avec l'idée de, bah, maximiser les chances de réussite des étudiants, au concours de médecine, quoi. Mais donc voilà, accorder de la réussite, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce genre dispositif avant les études qui peut permettre de diversifier les profils. Oui, oui, il y a un bilan qui a été fait qui était, très mauvais, en considérant, qu'on vendait du rêve effectivement à ces antennes délocalisées et qu'en fait, ils n'accédaient pas. En fait, quand on regarde du même secteur, ceux qui viennent à Lille, faire leurs études, ils réussissent à enfin, c'est pas si la différence n'est pas significative, mais ils réussissent comme la moyenne. Donc en fait, c'est pas parce qu'ils viennent d'un secteur difficile qu'ils vont rater leurs études. Alors évidemment, il y a probablement un tri social qui se fait parce qu'il faudrait regarder les CSP des parents et cetera et cetera. Mais, en fait, on a complètement changé notre fusil d'épaule et on s'est dit qu'il fallait aller chercher. C'est pour ça qu'en Auvergne-Cordée de la Réussite à Boulogne-sur-Mer, on en a intégré 5 pendant les vacances de février là, qui viennent de s'écouler. Le lycée Branly à Boulogne, on a eu 5 étudiants qui venaient, 5 futurs étudiants, potentiellement étudiants, 5 lycéens qui sont venus en immersion. Mais on s'est dit il fallait raisonner autrement. Parce que, les études supérieures, c'est aussi un outil d'émancipation. Ça, vous n'en avez pas parlé, mais je pense que vous avez aussi toutes les données là-dessus. Il y a aussi couper, avec les habitudes, les copains, papa, maman, et puis d'essayer de se mettre aussi dans un bain où il y a une certaine émulation, de se rendre compte que, bah, si dans sa classe, on était le seul à finir avec une mention très bien, bah, quand on se retrouve dans un amphi ici, il y a la moitié de l'amphi qui a eu une mention très bien au bac et donc déjà, ça change pas mal de choses. Donc il y a toute cette dimension-là qui est derrière. Donc on s'est dit qu'il fallait plutôt aller chercher des étudiants à fort potentiel dans les établissements, collèges et lycées, plutôt que de faire des antennes, à tout crin, qui en fait sont souvent des machines à vendre du rêve et qui emmènent les pauvres étudiants, dans le mur, bien souvent. C'est un point de vue un peu personnel, peut-être un petit peu caricaturé, mais je pense un tout à peine le trait. Bonsoir, Thomas Morgenroth, monsieur Chevière me connaît pas, donc je suis enseignant-chercheur en droit et économie pharmaceutique. J'avais juste un moment effectivement effleuré le fait que les pharmaciens, il y avait un zonage qui était convenu et qui d'ailleurs le seul était réglementé depuis de nombreuses années. On observe un petit peu le phénomène inverse, c'est que bah, effectivement, ils ont un lien d'interdépendance très fort avec la médecine générale. Et on observe depuis 10 ans bah, une diminution du nombre de pharmacies. 10% des pharmacies ont disparu en 10 ans sur le territoire français. Donc on a une sorte de désertification pharmaceutique également. Et de fait, effectivement, même s'il y a des volontés peut-être de vouloir assouplir, de réimplémenter des pharmacies dans les zones rurales, on se heurte à un pragmatisme nécessaire, indispensable, c'est le pragmatisme économique. Et force est de constater que finalement, les pharmacies ne s'implantent pas, ne se réimplantent pas, ou souffrent d'attractivité de fait parce qu'elles ne sont plus rentables et elles ne permettent pas de satisfaire suffisamment l'activité des pharmaciens et d'autant plus renforcée par le fait qu'il y a des médecins qui disparaissent sur leur territoire. Alors, dans ce cadre-là, je me disais qu'effectivement, on a très bien souligné le fait que le côté pluriprofessionnel devenait indispensable dans l'exercice, que ce soit dans le confort d'activité, mais également dans l'incité économique. Et il y a un objet qu'on n'a pas évoqué pour le moment. J'ai un coordinateur à côté qui saura en parler de manière pragmatique. Ce sont les CPTS. Puisqu'effectivement, il y a quand même un objectif affiché du gouvernement, enfin de l'État, des pouvoirs publics d'une manière plus générale, d'un 100% de couverture. Or, force est de constater que, pour le moment, on n'en est pas encore arrivé à 100% et notamment parce que les zones rurales ne sont pas couvertes par les CPTS. Alors, comment faire? Va-t-on imposer des CPTS géantes ou pourra-t-on implémenter des CPTS? Et c'est une question tout à fait libre et très ouverte, mais je me demande comment cet objet peut être utilisé aussi dans le cadre de cette attractivité, de ces implémentations sur les territoires qui sont dépourvus. Je pense concrètement que pour les CPTS, il y a une question d'amorçage de pompe, montrer quel intérêt ça peut avoir
Cet amorçage de pompe, il est inégal sur le territoire. Et il y a des endroits où les CPTS marchent très bien parce que comme toute structure, il faut une locomotive au train, et puis les wagons se raccrochent quand il y a la locomotive et quand vraiment il y a ce travail qui est fait, en concertation. Et puis il y a des CPTS où la locomotive se crée en opposition aux autres professionnels de santé. Des exemples, hein, il y a des médecins qui veulent avoir une revanche sur les autres, il y a des infirmiers qui veulent avoir une revanche sur les médecins et des pharmaciens qui veulent avoir des revanches sur tout le monde. Enfin, quand ça se crée comme ça, la CPTS, au final, marche pas très bien. Donc, il faut que, peut-être qu'on joue un peu plus la carte de montrer les CPTS qui vont bien, qui se passent bien, qui arrivent à mettre des nouvelles politiques en place sur, leur territoire justement, plutôt que de faire comme on a vu dans les médias, professionnels, de mettre en avant les CPTS qui utilisent leur, dotation financière pour aller faire des formations, sous les tropiques. Ce qui est anecdotique, mais encore une fois, c'est ce qui est mis en avant et donc peut-être, un rôle à jouer sur montrer les CPTS qui marchent pour continuer d'amorcer la pompe et après faire en sorte que, pourquoi pas, appartenir à une CPTS devienne obligatoire quand on aura gommé, ce côté, inégal. Je vais rebondir sur les CPTS. Moi, je fais partie de 2 CPTS. Alors ce matin, j'ai reçu une invitation. Voilà. On m'invite à une soirée gratuite au casino. Voilà ce que fait ma CPTS. Je suis scandalisé. L'argent, il y a des sommes colossales en jeu, hein, dans les CPTS, faut le savoir. Les financements, c'est 200 000 à 300 000 €, hein. On m'invite à une soirée casino. Voilà. Bon, non, ça va pas. Je suis fâché. Et deuxième chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, moi, il y a un mot que je ne supporte plus, c'est déserts médicaux. Faut arrêter avec ça. Ce sont des déserts tout court. C'est-à-dire que vous l'avez dit, hein, le travail pour le conjoint, par exemple, quand il y a pas de travail pour un conjoint, un médecin, c'est une entreprise, c'est pas un médecin tout seul. Un médecin, c'est une entreprise médicale. C'est à quelqu'un qui est déjà installé dans la vie, qui a des enfants, qui a un conjoint. Il y a besoin de travail, il y a besoin d'école, il y a besoin d'une poste, il y a besoin de tribunaux. Le sud du département est dans une, déchéance totale, mais pas seulement de médecins, il y a pas de transport. Si vous voulez travailler à Lille en habitant Maubeuge, c'est impossible. Vous pouvez pas faire des allers-retours. C'est plus facile de travailler à Paris que, Maubeuge en habitant Lille. Donc tout ça, ce terme de désert médical, moi je ne l'aime pas du tout. Parler de désert. Peut-être que c'est une question un peu transversale qu'on peut poser justement. On avait réfléchi en donnant le titre à cette conférence, hein, «Lutter contre les déserts médicaux». Il y avait cette dimension un peu, provocatrice justement de reprendre ce terme qui est utilisé dans les médias, qui est, très souvent, présent dans le débat public. Donc vous nous avez montré comment, par des exemples concrets, on tente de lutter ou de diagnostiquer en tout cas, mais, peut-être que vous pouvez revenir justement dans vos propres expériences sur, la manière dont on fait usage de cette notion-là et comment voilà, c'est un enjeu aussi, lexical. Ouais, c'est important effectivement, je rejoins le président du conseil de l'ordre, de parler de désert tout court. Parce que quand on parle de désert médical, et le grand public imagine, vous savez un peu comme dans les westerns, l'espèce de plaine morne avec le ballot de paille qui se met à rouler tout seul et le désert médical serait ça. Le 1er désert médical de France, c'est Paris. Et donc, c'est pas un désert en tant que tel. Alors pourquoi c'est un désert médical? Il y a plein d'autres, il y a plein d'explications et notamment une explication immobilière aussi qui fait que le coût fait que, les confrères s'y installent pas forcément. Mais on essaye justement de faire passer le message que, on peut très bien travailler en désert médical, mais pas forcément, devoir habiter l'endroit où on travaille, ce qui est une conception qui est un peu différente parce qu'avant, il y avait le médecin qui avait son cabinet, sa maison à côté et donc pour certains jeunes médecins, c'était: «Ben non, mais moi je veux bien travailler là, mais j'ai pas forcément envie d'habiter là» et ben, on doit leur dire nous que c'est possible. On a des exemples, d'anciens internes qui ont fait leur stage dans, des maisons de santé, à Maubeuge et qui habitent Lille et qui se sont installés à Maubeuge parce qu'ils aiment bien, parce qu'ils ont découvert, parce que ça, c'est ce qu'on doit faire nous, c'est leur montrer ce qui existe, et leur montrer qu'il y a des endroits où ça se passe vraiment très bien et ailleurs que dans l'agglomération ou la métropole de Lille. Donc montrer que, ce qu'on appelle le désert médical de façon un peu impropre,
c'est aussi des endroits où on peut faire du soin de façon correcte et en pluripro. Et donc montrer, et par le biais des stages, comment ils peuvent travailler, comment ils peuvent imaginer, comment ils peuvent se projeter, plutôt que d'avoir ce côté, que je caricature souvent quand j'en parle, de rendez-vous en terre inconnue, en fait, hein. On envoie des on a des jeunes médecins qui vont être formés dans les zones urbaines, voire périurbaines, et on fait semblant de s'étonner qu'ils aient pas envie d'aller en rural, alors qu'ils ont toujours connu que l'urbain ou le périurbain. À nous de leur montrer, de leur faire découvrir ça pour que justement on puisse résoudre une partie de ce problème. Oui, alors c'est vrai que c'est un abus de langage, désert médical, à plusieurs égards. D'abord, c'est bon, pris par le temps, mais ça regroupe, vous le savez, plein de situations très différentes. Au médecin généraliste, à l'ophtalmo, ça voilà, ça regroupe, plein de choses, côté patient et côté territoire, ça regroupe là aussi plein de situations. Il y a, les déserts, comme vous dites, désertiques, les zones, rurales, reculées avec peu d'habitants, mais dont les gens, les médecins qui travaillent, savent que la vie là-bas, c'est comme ça, on est loin de tout, on prend la voiture pour aller au collège, pour aller à l'école, ça fait partie de la vie. Et vous avez, des déserts médicaux, je suis désolé de le dire, qui sont aussi, pas des déserts, hein, vous allez, vous installer, moi j'ai déménagé de Lille à Mons-en-Barœul, j'ai eu de la chance pour trouver un médecin traitant, voilà, c'est le cas dans plein de communes en France qui sont des villes où les nouveaux qui arrivent ont du mal à s'inscrire auprès d'un nouveau médecin qui refuse des patients médecins traitants, quoi. Donc il y a des déserts médicaux, c'est vrai aussi en ville, mais la difficulté de ce terme, c'est qu'en fait, ça parle à tout le monde, ce mais chacun sa représentation du désert médical. Mais c'est vrai qu'empiriquement, moi j'ai essayé de vous le montrer, hein, il y a plein de situations, d'indicateurs différents et vous avez des territoires où c'est vrai, c'est des déserts tout court, mais d'autres où, voilà, en ville, c'est pas des déserts, mais on manque de médecins. On a un choc d'offres, voilà, à Lille, à Toulouse, à Paris, et cetera. Mais je pense quand même que derrière ce j'ai pas trop eu le temps de le développer, mais c'est ce que vous avez dit. Rapidement pour l'enquête que je vous ai montrée, vous avez un tiers de la population française qui habite en zone rurale. Vous avez 25 des étudiants en médecine qui viennent de zones rurales. Vous avez déjà un petit delta, qui fait que, les étudiants en médecine sont pas représentatifs, de la répartition de la population française et ça joue, on le sait après, dans les logiques d'installation, et cetera. Voilà. Mais effectivement, c'est un terme, je le reconnais, hein, qui est pratique, mais heu, qui est complexe, qui regroupe beaucoup de choses différentes. Ouais, moi j'avais, 1 ou 2 commentaires, puis j'ai une question pour, Mathilde Orne. On dit qu'on manque de médecins, mais sous votre contrôle, je crois qu'on est à 230 000 et je crois qu'il y en a jamais eu autant en France, dans l'histoire de la France. On n'a jamais eu autant et ça, je vois un certain nombre de personnes qui se retournent, qui sont interloquées, je crois qu'il y en a jamais eu autant. Ça, c'est le sous votre contrôle, ça c'est si si vous voulez commenter ça. Deuxièmement, on parle des déserts, il y a un désert dont on parle pas, c'est l'hôpital. Là aussi, je pense que Guillaume, vous devez avoir les chiffres ou Jean-Philippe, tu dois les avoir. Je crois que c'est 11 000 postes qui sont non pourvus de praticiens hospitaliers titulaires dans les hôpitaux français, c'est à peu près un tiers et tout particulièrement en psychiatrie. C'est pour ça que je voulais, poser finalement une question, enfin à vous tous, mais sur ces sujets-là, mais à Mathilde Horn en particulier sur le projet Pluton. Est-ce que tu as le sentiment que, ce projet tel que tu l'as mené, avec brio, résout ce problème d'attractivité, hem, pas seulement des étudiants, mais effectivement de professionnels qui vont durablement je crois que tu as signalé 5 praticiens hospitaliers qui s'étaient installés. Est-ce que tu penses que c'est le cercle vertueux qui va stabiliser des professionnels en territoire? Je te vois opiner, mais enfin, est-ce que tu veux bien détailler? Oui, merci. Je alors dire que on a résolu tout le problème, ce serait largement prétentieux, mais effectivement, les postes, je parlais pour la psychiatrie à l'hôpital sont extrêmement vacants. Beaucoup moins dans les CHU que dans les hôpitaux, parce que je pense que, en lien avec ce que j'ai présenté tout à l'heure, le fait d'être, sur une activité, universitaire avec, des projets en route, avec, on les médecins sont toujours dans une équipe. Au CHU, on est rarement seul quand même, quoi qu'on puisse dire, motive les internes pour la région ici. On n'a jamais aucun poste vacant au CHU, en psychiatrie, tous les postes sont pourvus. Il y a des postes qui sont créés en lien avec des créations de projets qui amènent à une nouvelle activité,
systématiquement, ces postes sont pourvus parce que c'est jamais de la psychiatrie générale, c'est toujours sur un projet en lien avec, une ligne d'écoute suicidant, avec, la prévention de la psychose. Enfin, c'est des projets très spécifiques et ça attire beaucoup plus les jeunes internes qu'aller faire de la psychiatrie générale, et pourtant il en faut et donc je pense que les postes mixés comme on les propose, hem, avec ces praticiens qui vont faire de la psychiatrie générale parce qu'il faut s'occuper de la population, mais en ayant une partie, un temps partiel d'activité sur une activité plus, spécifique, de recherche, de surspécialité. Je pense que c'est ce qui a les praticiens qui ont été recrutés, ont été intéressés par ça. Ils avaient des compétences ou des intérêts et ils ont pu les développer, y compris en périphérie. Hem, je pense que c'est ça qui est difficile, c'est que la on est quand même de plus en plus vers des surspécialisations et la psychiatrie, générale n'intéresse de moins en moins, je pense, les internes et donc les postes mixés. Je pense aussi que les temps partagés, c'est des bons moyens de les temps partagés, CHU et un autre hôpital ou alors un hôpital pas forcément CHU, mais en tout cas un hôpital avec des lieux, qui seront moins peuplés. Je pense que ça permet aussi une dynamique et ça évite que des personnes soient trop, isolées dans leur, voilà, dans les coins, les plus reculés. Je dans ce que tu disais pour le nombre de médecins, il y a un facteur à prendre en compte. Alors je laisserai Guillaume Chuvière me corriger si j'énonce un chiffre qui est pas le bon, mais Heu, on a, on a des projections qui ont été faites sur un taux de remplacement de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'un médecin qui part à la retraite serait remplacé par un jeune médecin qui s'installe. Or concrètement, on voit qu'on tourne plutôt à 1,3, c'est-à-dire que 1 qui s'en va est remplacé par 1,3 médecins. Ce qui fait aussi qu'à à un nombre de médecins plus important, on a une offre de soins qui est pas forcément plus importante. Oui, je confirme. En fait, l'offre de soins, c'est une histoire d'équilibre. C'est un équilibre entre, l'offre et enfin, l'accès aux soins plutôt. C'est une histoire d'équilibre entre l'offre d'un côté et la demande de soins. On a une demande de soins qui est explosive pour des raisons que tu as exposées, les certificats, les demandes administratives et cetera et pour revenir sur ce que vous disiez, Mathilde, vous avez créé des conditions d'attractivité et les médecins sont venus. Je confirme, il n'y a jamais eu autant de médecins, en France que maintenant. Dans le Nord, 15 000 médecins inscrits, on n'a jamais été aussi nombreux et alors on a du mal à cerner ce chiffre, mais on a entre 500 et 1 000 médecins, donc c'est un chiffre très important, qui ne sont pas installés et quand on reçoit des jeunes, on leur demande: «Alors, c'est quoi tes projets?» Enfin, moi, quand je me suis inscrit à l'ordre, j'avais 12 métiers, enfin, je travaillais plein d'endroits ou remplaçais. Là, maintenant, ils disent: «Ben, je sais pas, je vais remplacer un peu, je vais regarder». Quand ils nous disent pas d'emblée, je vais m'installer en médecine esthétique, j'ai fait un DU et puis, n'exerce même pas du tout, même pas une année la médecine générale pour laquelle ils ont été formés et tout ça faute d'attractivité. Donc il faut vraiment créer ce choc d'attractivité dans tous nos métiers qui feront que nos étudiants et nos jeunes reviendront et exerceront la médecine pour laquelle ils ont été formés. Ou attendre que Amélie fonctionne, ou que la connexion se fasse avec le DMP, enfin c'est des choses dont on ne devrait plus parler, hein. C'est insupportable. Et dans la fuite des hôpitaux, il y a, je pense que la lourdeur administrative, joue aussi beaucoup, dans le fait que les médecins, pour revenir à la question, c'est faut s'accrocher quand même sur des même sur des projets, des choses qu'on sent qu'il y a de la motivation de plein de médecins de mettre des choses en place, mais il y a les financements, il y a les idées et après, c'est beaucoup de temps et d'énergie, à déployer. Je pense qui écœure aussi un certain nombre de personnes des hôpitaux. On parlait des CPTS, les CPTS, il y a très peu de médecins finalement, hein. Elles sont gérées par les pharmaciens. Les pharmaciens sont très actifs parce que s'ils perdent les médecins et cetera, ils travaillent plus, c'est les infirmiers, les pharmaciens, très peu de médecins et les premiers médecins qui se sont, mis à créer alors c'était pas encore des CPTS, enfin c'était des regroupements, ils ont porté ça sur leurs épaules, ils ont fait le boulot et maintenant ils en peuvent plus et les jeunes qui arrivent n'ont pas du tout envie de gérer ça. C'est de la réunionnite, c'est, des papiers, c'est faut faire des remontées à l'ARS et cetera. Ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire de la médecine.
Bonjour Mélanie Noisette, je suis coordonnatrice de recherche en soins primaires. Je travaille beaucoup avec Mathieu Calafiore, avec Monsieur le doyen et avec le CHU de Lille pour la partie direction recherche-innovation. Donc on travaille à accompagner les porteurs de projets de recherche en soins primaires, médecins généralistes et aussi infirmiers, pharmaciens, etc. Prioritairement dans les MSPU, les maisons de santé qui sont labellisées universitaires, mais aussi avec les centres de santé qui gravitent autour. Et donc, dans cette activité, je suis amenée à aller sur site pour aider les médecins à faire des questionnaires auprès des patients, ce genre de choses. Et je voulais témoigner d'un patient pour une étude sur Parkinson qui me disait cette semaine: ah ben, ça fait du bien de voir du personnel de recherche, on n'a pas l'habitude. Et là, au moins, on a l'impression que vous vous intéressez à nous, qui sommes des cas pas très graves. On a l'impression que niveau recherche, tout se fait au CHU et que nous, on compte un peu pour du beurre. Et donc, je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est très encourageant et c'est un sentiment qui peut être vécu par les médecins. Et ça fait partie du dynamisme, je pense, et du côté travail en équipe et nouveauté attractive dans les soins primaires. Et je te rejoins totalement sur le fait que la recherche se fait là aussi. Un exemple que je cite souvent, c'est, il y a un protocole, de prise en charge de la constipation au sein du CHU qui a été élaboré, voilà, et ce protocole fonctionne. On applique ce protocole en ville, ça fonctionne pas. Alors, il y a 2 réponses à apporter. Soit les médecins généralistes sont trop bêtes pour appliquer un protocole de traitement de prise en charge de la constipation, soit il se passe des trucs en ville qui se passent pas à l'hôpital, qui fait qu'un truc qui marche à l'hôpital marche pas en ville. Bah, c'est là qu'on doit, faire de la recherche, qu'on va faire de la recherche en soins premiers et montrer que ça a autant d'intérêt que la même recherche, à l'hôpital. C'est tout le travail qu'on doit faire. Merci pour tous ces échanges et débats, et en particulier à tous les trois pour ce que vous nous avez apporté ce soir dans cette conférence. Je vous donne simplement l'information de la prochaine conférence lundi 28 avril. Cette conférence aura lieu à Sciences Po et on l'a intitulée «Survivre à son travail, l'exemple des cancers professionnels». Nous aurons donc le plaisir d'entendre Sébastien Hulot, qui est médecin du travail, Anne Marchand, qui est sociologue et historienne, et Christine Leclerc, qui est économiste de la santé. Et avant cela, samedi prochain, 8 mars, à Sciences Po également, vous avez peut-être déjà reçu l'information dans les mailing lists. Si vous ne l'avez pas, je vous la donne maintenant et vous pouvez la retrouver sur le site de la chaire et sur le site de Sciences Po. Il y a une matinée conférence, rencontre autour de la santé des femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, pour lutter contre les inégalités d'accès aux soins dans le territoire des Hauts-de-France, avec des intervenants et intervenantes qui viennent de différents horizons, chercheurs, chercheuses, monde associatif, monde hospitalier. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire également pour participer à cette matinée de rencontre. Merci beaucoup et bonne soirée.